On refait le Mac, le podcast exceptionnellement ici à Los Angeles au Sono Studio pour une raison secrète dont on ne peut pas vous expliquer. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. On refait le Mac donc ici depuis les États-Unis, depuis la Californie. On va essayer de faire un point sur l'actualité des nouvelles technologies et du Mac et de l'iPod et de l'iPhone et de l'iPad en particulier. Mais avant de rejoindre nos invités, tout de suite, c'est le sommaire. Comme chaque année, GfK publie son panorama annuel des ventes de produits électroniques en France. L'appétence des consommateurs pour les objets high-tech est en retrait par rapport aux années précédentes. Pour autant, il se vend toujours plus de smartphones, mais les habitudes d'achat changent. Le succès des opérateurs mobiles low-cost, qui ne subventionnent plus les téléphones, pousse les Français à acheter des modèles sans abonnement, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour Apple, vu sa politique tarifaire élitiste. Aussi, nous posons la question, l'iPhone est-il trop cher pour les Français ? Débat, sans oublier retour sur l'actu de la semaine, avec le BlackBerry Z10 et Dell qui sort de la bourse. On refait le Mac épisode 127, l'iPhone, trop cher pour les Français ? Avec comme chroniqueur cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Oui Olivier, en mondovision de mon placard. Comment ça va ? C'est faux ce qu'on peut... Bah ça marche bien, gars. Non, Alors là j'ai découvert... Ouais. Alors, pour la petite histoire, là, pour les faire des coulisses de l'émission, on a un petit souci d'internet, comme quoi aux États-Unis des fois l'internet ça marche pas comme on veut. Et on est en 4G là, donc ça marche super bien, on est très content. Merci à Hangout, ça fonctionne super bien. Moi c'est agréable, il fait beau ici à Los Angeles. Vas-y, dégoûte-nous, des petites chérie. images au montage. Bah pour une fois, si c'est moi qui te dégoûte un peu, c'est bien la première fois dans cette émission. Et puis c'est agréable de pouvoir enregistrer en plein jour, alors que d'ordinaire, il faut qu'on se couche tard pour en faire le Mac. Mais vous avez du courage, les amis. Autre chroniqueur, autre invité récurrent dans On fait le Mac, c'est la touche charme de cette émission, c'est bien sûr Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Bon, Alors, profite bien pour une fois que tu peux partir. Oui. Alors, service minimum en termes de chroniqueurs, ils sont merci. par bon et par faux. Non, mais on a gardé la scientifique moelle, mon cher Cédric. Pourtant, il y a beaucoup d'actualités. C'est dommage qu'il ne soit pas joint à nous, mais je suis sûr que vous allez pouvoir disséquer avec moi ce qui a fait l'actu de la semaine. Avant de parler du BlackBerry Z10, dont on a déjà abordé la semaine dernière et que Cédric a eu en main pendant plusieurs jours, et qui sera capable de nous donner un petit retour sur ce qu'il en a pensé de ce nouveau smartphone signé de chez BlackBerry. Parlons Mac, on s'appelle On refait le Mac. Il y a une nouvelle qui est tombée la semaine dernière concernant le Mac Pro, une machine professionnelle dans la gamme Apple, qui a peu évolué ces dernières années. Et surprise, Apple devrait retirer du catalogue ce Mac Pro pour des raisons, je dirais, d'ordre réglementaire par rapport à des normes d'électricité. Là, on peut penser qu'Apple touche vraiment le fond en matière de Mac. Cédric, c'est assez étonnant de la part d'une entreprise aussi développée qu'Apple, qu'elle se laisse surprendre à ce point-là. Non, on peut pas dire que Apple touche le fond côté Mac, parce que le problème c'est que le haut du panier des Macs, c'est les MacBook et les MacBook Air aujourd'hui. Et derrière, il y a les iMac, et derrière encore, il y a les Mac Pro, qui sont, j'ai envie de dire, des machines de fond de catalogue maintenant pour Apple, qui sont intéressantes ça reste une infime partie. C'est un tout petit marché. Bon, c'est un marché très intéressant parce que c'est un marché professionnel sur lequel il y a de grosses marges à faire. Mais ils ont dû faire une simple équation économique en se disant, bon, donc la mise aux normes, ça coûterait X. Ce que ça nous rapporte, c'est Y. X face à Y, c'est pas très intéressant. Donc on le fait plus en Europe. Bon, ce qui est assez étonnant quand même, quand on voit la taille, la dimension d'Apple, on s'étonne toujours, et c'est presque récurrent dans cette émission et aussi au fil des pages d'Icriat, c'est de se dire que comment Apple, qui est une entreprise aussi développée, a du mal à gérer plusieurs chantiers en même temps. Sachant que cette mise à jour du Mac, il était prévu depuis longtemps. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas des petits témoins d'alerte au sein d'Apple en disant, regardez là en Europe, si vous ne changez pas votre bidule, ça risque d'avoir un problème. C'est assez étonnant. Et ça montre aussi peut-être une autre tendance, Cédric, ou Fanny, c'est qu'Apple est de plus en plus centralisé, peut-être même se bunkérise de plus en plus à Cupertino. Non, ça n'a pas changé pour moi, honnêtement. C'est-à-dire que, là encore, on est vraiment face à une sorte de choix purement comptable, et les signaux d'alerte, on les a vus. Souviens-toi de la mise à jour de Final Cut, par exemple, quand il est passé de la version 7 à la version 10, où il est devenu
plus vraiment Final Cut, mais une sorte de super iMovie. Alors Apple a maintenant raccroché les wagons au travers des mises à jour successives. Je le dis avec d'autant plus de liberté que c'est un outil que j'utilise vraiment tout le temps, et a répondu aux quelques demandes des professionnels. Mais voilà, c'est plus un marché qui les passionne. C'était avant le haut de gamme de leur marché quand ils faisaient des Mac. Maintenant c'est terminé. C'est pas un marché de volume, ça reste un marché de marge. Mais voilà, ils sont forcés aujourd'hui de prendre des décisions déchirantes sur les Mac qui sont jamais que maintenant le tiers à peine, le quart, entre le quart et le tiers du chiffre d'affaires d'Apple. Et le chiffre d'affaires d'Apple. Plus de 50%, c'est aujourd'hui l'iPhone, tu rajoutes l'iPad. Voilà. Le Mac arrive très loin derrière. Il y a une petite lueur d'espoir qui est arrivée cette semaine de la part d'un distributeur de Mac, notamment dans le secteur professionnel et l'éducation, qui s'appelle France System, qui dans une lettre d'information a révélé que Apple devrait mettre à jour d'ici le printemps cette nouvelle gamme de Mac Pro. Souhaitons que pour une fois, il s'occupe un peu plus du Mac et qu'il réponde un peu plus aux attentes des utilisateurs, je dirais, à défaut d'être les plus importants, les plus historiques. Ou alors ils vont juste vendre le système et ils vont autoriser les gens à installer sur des PC pour faire des Hackintosh. Excusez-moi, je crois qu'on sonne à ma porte. C'est des Stormtroopers, méfie-toi. Fanny, une petite question peut-être. Alors, petite question, oui, justement par rapport au Mac Pro, il y a des inquiétudes et il y a Arnaud 12 qui demande si, avec cette interdiction de l'Union Européenne des ventes de Mac Pro à la fin du mois, est-ce qu'il faut se ruer tout de suite sur les Mac Pro qui sont encore en vente et casser sa tirelire ? Sur les Mac Pro, je ne sais pas, mais casser sa tirelire parce que ça fait un moment qu'ils sont là, donc en termes de techno, ils peuvent évoluer quand même un petit peu plus, mais on peut penser qu'Apple ne laisse pas en friche ce marché professionnel et qu'à terme, comme on le disait notamment via l'info qui a fuité via France System, qu'Apple mette à jour rapidement ces nouvelles machines d'ici le printemps. Donc on va voir, mais c'est très difficile d'avoir une boule de cristal et de pouvoir déterminer ce que va faire Apple. On va revenir sur Apple, mais une petite parenthèse. On en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais on ne l'avait pas en main. Il s'agit bien sûr du dernier smartphone de BlackBerry, le Z10. Cédric, tu l'as eu un petit peu en avant-première, donc tu as le recul nécessaire pour pouvoir porter un premier jugement. Alors, regarde, première chose... j'ai la berbe qui pousse, je suis en train de devenir Walt Mossberg. Ça y est, enfin, je rentre dans la cour des grands, à ceux à qui on donne le téléphone une semaine avant le lancement en disant faites attention, vous le montrez à personne. Petit rappel, tu as eu le Z10, donc c'est le nouveau téléphone tactile de chez BlackBerry. C'est le futur, ça annonce le renouveau du constructeur canadien qui s'appelle plus RIM dorénavant, mais BlackBerry, avec le nouveau système d'exploitation QNX baptisé BlackBerry 10. Avant de parler du système, déjà, le design, la qualité de fabrication, t'en as pensé quoi en quelques mots ? C'est beau. Moi j'aime bien le dos plastique de l'appareil qui est agréable sous les doigts. Ah oui, je sais, c'est un choix, mais ça permet de faire des choses le plastique, comme le NFC par exemple, on y reviendra. Ouais. Mais voilà, l'écran est de bien meilleure qualité que tout ce que j'avais vu sur un BlackBerry jusque-là. Il faut régler la luminosité à vos goûts, mais voilà, bel écran de 4 pouces 2, je crois. C'est une belle machine, on peut l'ouvrir pour changer la batterie. BlackBerry a d'ailleurs même prévu que vous puissiez avoir 2 batteries avec un petit chargeur USB externe. C'est une chouette machine, vraiment c'est un beau, très beau design industriel, mais ce qui est important c'est le logiciel, ce qui est important c'est le système à l'intérieur, parce que c'est lui qu'on va voir maintenant sur toute une série d'appareils. Petite parenthèse quand même au niveau technique, donc c'est une puce du bloqueur, on est un petit peu en retrait par rapport à l'état de l'art du marché, à savoir les puces quadricœur du monde Android. Ça, à la limite, est-ce que l'usager au final s'en aperçoit vraiment, on verra avec le temps. Par contre c'est du vrai 4G contrairement à l'iPhone 5, ça marche en France. Absolument, oui, c'est de la 4G immédiatement compatible. Mais le truc c'est ça, c'est qu'évidemment on est dans un référentiel où on dit, moi je voyais des papiers qui sortaient avant disant est-ce que c'est l'iPhone 6 ? Non, c'est pas l'iPhone 6. Est-ce que c'est le meilleur smartphone du marché ? Tout est éminemment relatif. Moi j'aime beaucoup le système, je trouve qu'il y a de très bonnes idées. En fait l'histoire c'est qu'il y a un studio de design d'interface qui s'appelle TAT, qui est suédois, qui faisait des sublimes prototypes de systèmes, d'interface, etc., d'interface tactile, d'applications. Et moi, je les connaissais depuis assez longtemps. Et en fait, ils ont été rachetés par BlackBerry, qui à un moment ont dû se désespérer en disant bon, on va arrêter de tourner en rond autour de notre prod système et de faire des
mises à jour incrémentales, il faut qu'on casse tout et qu'on reprenne tout de zéro. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. Ils l'ont fait sur une base de QNX, qui est un système temps réel. Moi, je me souviens, on faisait des trucs sous QNX il y a plus de 20 ans. Mais donc ça va très très vite. C'est dans les vieux pots. C'est très léger, très rapide. C'est vraiment, c'est dans les vieux pots. Et l'interface dessus, elle est, j'ai envie de dire, c'est vraiment les interfaces de nouvelle génération. On passe après le paradigme de la grille d'application à la iOS Android. C'est-à-dire, je rentre dans une appli, je fais ce que j'ai à faire, je sors d'une appli. Ouais, on casse un petit peu le modèle, hein, c'est ça ? Exactement, avec surtout ce hub qui rassemble toutes vos notifications et tous vos messages dans une seule interface, que ce soit les SMS, les chats, le mail à la maison, le Gmail, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Ça c'est super agréable. Il y a des choses comparables ailleurs, hein, dans la surcouche que met Samsung sur certains appareils Android. Ou Windows Phone également. Hein. Ils sont beaucoup inspirés aussi des centres de notification de Windows Phone aussi. Ouais, il y a pas les tiles, il y a pas. Le truc quand même, c'est que moi c'est amusant parce qu'en allant, il se trouve que j'étais à New York au moment du lancement, mais pour toute autre chose. Et j'étais en train de jouer dans l'avion avec le BlackBerry, regarder les apps, etc. Et je me disais, est-ce qu'il y a un marché pour ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se ruer dessus ? Et je me suis mis à regarder un tout petit peu sur ma gauche dans l'avion, et on venait d'atterrir, et les 5 mecs qui étaient à ma gauche que je pouvais voir avaient tous un BlackBerry à la main, mais un ancien, un vieux. Bah oui, évidemment, il y a des gens qui avec des touches. Il y a des gens qui vont se ruer dessus et qui se foutront bien éperdument de savoir si c'est un double cœur ou un quadricœur, parce qu'eux, ils ont des vieux BlackBerry avec des vieilles interfaces, des vieilles applications, des vieux trucs pas beaux. Voilà, c'est d'abord cette clientèle-là à laquelle BlackBerry pense, et pour celle-là, ils sont vachement bien servis, même s'il va falloir qu'ils attendent le mois de avril, mai, juin pour voir arriver le modèle. Pour voir débarquer. Le Q10, non, pour voir arriver le modèle à clavier, parce que le modèle tactile, il est disponible dans les semaines à venir. Enfin, il sera disponible d'ici mars partout. Il est disponible même quasiment maintenant déjà en abonnement en France. Oui, déjà. Mais voilà, et ça, ces clients-là, ils vont se jeter dessus forcément. Fanny, est-ce qu'il y a des questions par rapport au BlackBerry Z10 auxquelles peut répondre Cédric ? Alors, ouais, moi je voudrais juste, parce que je l'ai eu un peu plus tard que Cédric, parce que moi j'ai été punie. Je suis arrivée 5 minutes en retard à la conf, et comme c'est des Américains, ils rigolent. Ils n'ont pas rigolé. C'est sûr qu'ils ne sont pas comme à refait le Mac. J'ai dû attendre une semaine de plus. Voilà, j'ai dû attendre une semaine de plus au téléphone. Donc je l'ai eu ce soir. Donc clairement au niveau du design, je suis d'accord avec Cédric, il est magnifique. L'écran est top. Par contre, moi, c'est au niveau des applications, je suis un peu sceptique parce que déjà vu que c'était 80% d'applis qui étaient des applis encapsulées Android en fait. Hein. Et du coup, ça crée qu'ils n'ont pas redéveloppé sur mesure de A à Z une application. C'est une conversion. Seulement dans 20% des cas. En fait, ils ont fait quand même fait. Moi, j'étais impressionné. Ils ont fait un gros boulot sur les applications parce que c'est la première question qu'on se pose. C'est est-ce que je vais retrouver les applications que j'utilise au quotidien ? Ils ont redéveloppé Twitter, Facebook. Il y a Dropbox, il y a Deezer, il y a même des applications franco-françaises, La Poste, Libération, Le Parisien, les applis de notification de la SNCF, et j'en passe des meilleurs. Donc on trouve quand même on va dire la base d'application. Bon, il y a des trucs qu'il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Path, que j'utilise tous les jours, mais voilà, il n'y a pas d'énorme manque de trucs disqualifiants où je dis ah non, ça c'est pas possible, ça va pas fonctionner si j'ai pas mes applications, etc. Donc ils ont fait un vrai beau boulot. C'est vrai, on l'a pas dit qu'ils ont mis un système en place qui permet aux gens qui ont une application Android de l'encapsuler pour la ramener sur la plateforme, mais c'est pas absolument idéal. Ça permet de pallier à une déficience passagère. Mais voilà, le gros boulot de BlackBerry pour les mois à venir, ça va être d'arriver à faire porter les applications qui comptent, parce que on s'en fout d'avoir 500 000 applications. Ce qui est important, c'est qu'il y ait les 15 applications que tu utilises vraiment. Et de ce côté-là, ils s'en sortent vraiment pas mal. Mais bon. En termes d'autonomie, c'est quand même un point important. Apparemment, il y a des progrès à faire. On sait que c'est le péché de beaucoup de smartphones dans l'usage intensif. Vous en avez pensé quoi ? Pas que du bien. Alors, moi, j'ai attendu quand même d'avoir, 4 ou 5 recharges complètes, parce qu'il y a toujours des batteries où il faut leur mettre quelques cycles dans la mâchoire. Pour calibrer. Voilà. Ouais, alors, normalement, ça doit plus exister, mais bon. Ça y est pas encore. Alors de fait c'est bien, hein, on peut avoir une deuxième batterie, donc c'est quand même vachement chouette. C'est au moins une option, mais ça m'a l'air un petit peu court. Le truc quand même qui ressort et qui est la vraie différence avec tout ce que je connais, moi en ce moment j'ai un Nexus 4 dans la poche, l'iPhone 5 et le reste, c'est qu'il y a tant sur le design industriel de la machine que sur l'interface, il y a cette espèce d'impression de...
comment dire, de propreté. C'est très clean, quoi. C'est très propre. C'est pas le bordel. C'est pas fouillis. C'est pas gadget. Ça clignote pas dans tous les sens. C'est quand même un truc fait pour des gens bien élevés qui souvent se lèvent le matin, prennent une douche et mettent une cravate. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et l'appareil lui-même est assez classe, hein, je trouve. Et l'interface, on a beau à rajouter toutes les fonctions qu'on veut, changer plein de choses, ça reste clean. Ça reste voilà. Et ça, il y a une très belle conception derrière. Ça permet au moins de dire que BlackBerry, pour le coup, est pas mort. Même s'ils se battent quand même pour la 3e place avec Windows Phone. Ouais. Alors on a vu que... Oui, Fanny, peut-être une petite question. J'ai une question. Ouais. Y a Manuel Aubiard, je ne sais pas si tu as vu ça, Cédric, qui dit il semblerait qu'on ne puisse pas communiquer entre le monde pro et privé sur le BlackBerry 10. Info ou intox? Alors, je crois qu'en fait, non. Alors, ça dépend parce qu'il y a des applications de sécurité qui vont permettre de faire de la compartimentalisation en termes de sécurité, si j'ai bien compris. Faire cohabiter les deux environnements sur le même téléphone. Et voilà. de dire à l'entreprise, par exemple, vous avez vos applications d'entreprise, elles seront inaccessibles au reste du téléphone. Donc c'est un peu... Ouais, c'est possible. Mais c'est des choses que j'avais déjà vues dans le monde Android. Hein. VMware, qu'on connaît bien, a fait un très bel environnement qui te permet d'avoir dans ton Android personnel, par exemple, une application, tu la lances et tout à coup, c'est comme si tu avais un nouveau téléphone, mais avec là, les applications de l'entreprise, le mail de l'entreprise, les contacts de l'entreprise, et c'est deux mondes qui cohabitent, mais qui communiquent pas. C'est à peu près ce que demandent les entreprises, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, je vois même au bureau, tout à coup, maintenant, ça y est, on a le droit de venir avec son smartphone perso, de se connecter au Wi-Fi de la maison et d'aller chercher ses mails, mais il y a quand même des obligations. On dit, bon, vous êtes sur le réseau de l'entreprise, donc voilà, faut faire attention. Donc, à voir, il faudrait que la question soit plus précise pour qu'on puisse y répondre sérieusement. Ouais, moi j'ai un peu fait mumuse avec hier parce qu'il y a quelques journalistes américains qui l'ont eu également en main, à l'instar de Cédric et de Fanny. Moi j'ai trouvé l'interface assez originale. C'est pas révolutionnaire, tu l'as dit Cédric, on sent qu'il essaie de rationaliser un maximum, il n'y a pas forcément d'effet waouh, hein, c'est ce qui manque un petit peu. Le truc c'est ça, termine. Bien sûr. Et tu m'as fait perdre mon cours. Oui, par contre, ce que je trouvais très sympa, c'est les petites fonctions. Par exemple, pour l'appareil photo, vous prenez une série de photos. Il y a, avec par exemple un couple, près de 4 ou 5 photos d'affilée. Vous zoomez sur un des personnages qui ferme les yeux, il va automatiquement coller le portrait lorsqu'il ouvrait les yeux. Enfin, il y a des petites avancées un petit peu fonctionnelles assez intéressantes. Il paraît, j'ai pas testé, la reconnaissance vocale est géniale, paraît-il. Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la gestuelle. Il y a des gestuelles, comme tu disais Cédric, qui permettent de revenir à des fonctions de base du téléphone sans passer par la home comme sur l'iPhone. Bref, est-ce que vous ne trouvez pas quelque part qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps qu'iOS s'inspire un petit peu de ce qui se fait du côté de Windows, ce qui se fait aussi du côté d'Android, de sorte, et aujourd'hui de BlackBerry, pour qu'il y ait une évolution vraiment radicale en matière d'ergonomie? Mais non, ce serait une vraie belle surprise qui serait attaquée à ça, quoi. Ouais, mais ils ont le problème qu'a eu BlackBerry pendant un temps, c'est-à-dire la base installée, c'est se dire si je change les choses de manière radicale, mes clients existants vont pas s'y retrouver. Alors BlackBerry est arrivé à un moment où ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. Mais quand tu dis c'est pas révolutionnaire, je suis assez d'accord. Sinon que là encore, c'est une question de référentiel. Si tu es un utilisateur des BlackBerry précédents, c'est révolutionnaire. C'est waouh. C'est je remplace ta Twingo par une Aston Martin là quand même. Hein. Tu y vas fort. À la louche. Ouais. Oui. Bien, l'autre élément que je voulais qu'on traite ce soir, c'est les résultats, comme chaque année, publiés par le JFK, une sorte d'observatoire, là, c'est une petite analyse, mais ils font un observatoire du marché high-tech en France. Les chiffres sont tombés pour l'année 2012, et puis vous allez voir qu'ils ont essayé de donner quelques perspectives assez étonnantes pour l'année 2013. Première tendance, alors que jusqu'à maintenant, mesdames, messieurs, le marché des nouvelles technologies avait été préservé par la crise, et il y avait toujours une augmentation du chiffre d'affaires global de ce marché, que ce soit sur la télévision, ça réunit la télévision, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les appareils photo et j'en passe. Cette année, depuis très longtemps, Cédric, le marché est en nette baisse, enfin nette, 6% de recul. Les constructeurs high-tech semblent enfin découvrir que la France subit, et l'Europe, mais la France en particulier, puisque c'est ça dont il s'agit, subit une crise. Et sur les achats high-tech, ça se ressent. Alors, en fait, le problème, c'est la télé.
mais c'est un vrai faux problème. On est un peu comme 10 ans après le début du CD audio, c'est-à-dire où toi et moi on avait racheté tous les trucs qu'on avait en vinyle, on les avait rachetés en CD, donc on avait fait de la double consommation formidable pour les mettre du disque à l'époque, mais évidemment après ça s'est mis à baisser parce que voilà, après on n'était plus dans le renouvellement. C'est pareil pour la télé, l'arrivée de la HD, le passage à la TNT, etc. Et puis l'effondrement des prix des écrans plats a généré énormément de ventes. Des ventes qui cette année sont en baisse de 23%. Et c'est ça qui... 6,7 millions 2 millions de moins de télévision. On a passé, ça y est, c'est fini. Il y a eu la Coupe du Monde de foot, 2 ans après il y a eu les JO, ça y est, on a les motivations à l'achat, et puis ça y est, tout le monde a changé d'écran. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Apple, ça, Cédric. On peut y revenir, c'est intéressant. Les écrans plats en France, c'est plus de 90% des foyers équipés, donc c'est allé quand même vraiment, vraiment vite. La TNT a aidé, enfin il s'est passé plein de choses autour de ça, mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui les gens ils vont pas rechanger de télé tous les ans juste pour se faire plaisir, et ça fait vraiment qu'il y a un effet waouh pour ça. Mais quand même. Ouais, tu crois qu'ils vont pas acheter de l'Ultra HD? Ils vont pas acheter tout de suite quand on voit les prix annoncés autour de 30 000 € pour le premier modèle. Non, le truc quand même c'est que même retomber à ces niveaux-là, on est quand même au-delà en vente des chiffres du cathodique d'avant la révolution de l'écran plat. Donc le prix moyen des écrans a baissé. Donc en gros, le marché est revenu à ce qui doit être son rythme de croisière habituel, mais évidemment... Normal. Voilà. C'est un peu comme le marché du jeu vidéo, tu vois, où tu as quand même des effets de décrochage à chaque fois que les nouvelles générations de consoles arrivent, on en parlera dans pas longtemps, où tout à coup, forcément, tu as un boost absolu du prix du marché, et puis après ça monte un peu en escalier, mais forcément ça accuse le coup. La baisse des ventes de télé accuse le coup de manière très très visible, c'est normal. Alors un chiffre qui est plus intéressant et un gros plan plus intéressant de GfK, c'est sur le marché des téléphones, et là Apple est en première ligne. Il semblerait d'après GfK, ce qu'on pressentait pour Apple se confirme, à savoir un changement profond des habitudes sur ce marché-là de la part des consommateurs français. Ça fait des mois qu'on essaye d'avoir des chiffres concernant les ventes d'iPhone en France, on ne les a pas, hein. Apple ne les communique pas, il ne les communique pas au niveau mondial non plus, à la fortiori pour la France, on ne connaît que les chiffres mondiaux, les chiffres globaux, hein. iPhone 5, iPhone 4S et iPhone 4 mélangés. Alors ce qu'a enregistré GfK, donc c'est ce qu'on pressentait comme évolution la plus marquante, c'est une poussée des ventes des smartphones sans abonnement. Pourquoi ? Parce que vous le savez, l'émergence d'opérateurs low cost dans la lignée de Free avec BNU chez Bouygues Telecom, avec Sosh chez Orange et maintenant, j'ai oublié le nom du dernier, aidez-moi, chez SFR. Red, merci beaucoup. Jack, Joe Mobile. Joe Mobile, voilà. Et c'est des chiffres assez intéressants, hein. Les ventes de téléphones, de smartphones sans abonnement ont été multipliées par 5 en 2012. Ça représente 15% des ventes de mobiles. Voilà. Et aujourd'hui, on peut se dire légitimement que pour répondre à cette attente-là, en termes de grille tarifaire, Apple n'est pas véritablement le mieux positionné. Et on comprend qu'aujourd'hui, dans les poches des jeunes ou des gens qui veulent faire des économies, et on peut le comprendre sur leur facture de mobile, il y a peut-être d'autres marques qu'une pomme griffée dessus. On comprend mieux pourquoi, par exemple, le Nexus 4 se vend comme des petits pains, parce que tu coûtes un vrai smartphone qui va très vite, qui fait tout comme les autres, mais qui est vendu sans abonnement aux alentours de 300 € selon les configurations. Donc le point, le sweet spot du marché, il va peut-être finir par être là, parce que c'est vrai que ces nouveaux abonnements normalement devraient générer des nouvelles ventes de téléphones, et c'est pas le cas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui t'as déjà un smartphone en poche, tu changes pour un de ces abonnements à 30 €, c'est super, ou à 20, à 20, peu importe. C'est ce que j'ai fait, personnellement. Voilà. Et puis, dans 6, 12, 18 mois, tu vas casser ton téléphone, le perdre, te le faire voler, enfin, tout normal. Et, je veux dire, ton téléphone va accomplir son destin. Et puis là, tu vas dire, je rachète un téléphone. 649 €? Mais ça va pas être possible. Mais non. Et voilà. Ouais. Mais non, parce que pourquoi ? Il y a des marques qui arrivent. T'as les Chinois qui arrivent. Regarde, t'as Huawei, entre autres. Huawei. On a vu Apprenez ce nom. Ouais, Huawei. On a vu le W1 au CES à Las Vegas, qui est un Windows Phone sous Windows 8, hein, et il marche très très bien, il est très beau, et il va être a priori, c'était 200 € annoncé le smartphone. Sans abonnement. Sans abonnement, bien sûr.
Ça veut dire que quelque part, encore une fois, on le voit en France, mais ce mouvement, on en a déjà parlé dans cette émission, des opérateurs qui consistent à ne plus forcément aider les consommateurs à acheter leur smartphone en les sponsorisant, je ne trouve pas le terme, mais ça me reviendra. Subvention, ça s'appelle la subvention. En les subventionnant, voilà, exactement, merci Cédric, va de plus en plus généraliser au niveau mondial, et que quelque part, Apple pourrait y répondre. S'ils ne veulent pas, on sait que ce n'est pas la part de marché qui les intéresse, mais s'ils veulent afficher encore une croissance, ils n'ont d'autre choix que d'attaquer ces marchés-là avec des téléphones un peu moins chers. Et là, ça relance un peu plus la thèse qu'on aborde maintenant de manière récurrente dans cette émission, à savoir arriver d'un iPhone X. La marotte de Monsieur X, mais qui va finir par avoir raison. C'est comme moi avec la télé, un jour j'aurai raison, vous verrez. Et cerise sur le gâteau, il s'est vendu cette année, la croissance en France en matière de vente de smartphones est moins importante, forcément, que dans les autres pays européens. Non seulement il y a ce phénomène qui est propre aux opérateurs low cost, qui fait qu'il y a moins de subventions, donc on en vend moins, mais au-delà, il y a ces phénomènes de crise, et si l'augmentation est quand même encore pas mal, plus 18%, elle est moins importante que dans le reste de l'Europe de l'Ouest, plus 25%, il est encore moins importante que dans le reste du monde, plus de 50%. Là encore, on voit qu'Apple a besoin peut-être d'être un peu plus présent sur le marché, et pas forcément tout centralisé à Cupertino. Est-ce qu'il manque encore à l'image du Mac Pro ces petites lumières d'alerte qui sonnent? Mais t'inquiète pas, ils les ont, les lumières. Ils ont des chiffres, ils savent ce qui se passe. Qui les font remonter les équipes locales, attends, Apple France a expliqué. Non mais t'inquiète pas, ils les avaient avant. C'est pas parce qu'ils communiquent pas et ils sortent pas dans l'instant. Ils sortent un smartphone par an, ils peuvent pas réagir dans le mois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne participent pas dans le cahier des charges de la fabrication des portables, des téléphones ou des ordinateurs, comme c'était le cas auparavant. Non, mais là encore, il y a des chaque filiale donnait son avis. Aujourd'hui, ils envoient une feuille Excel, quoi. C'est un peu minimaliste. Non, mais là encore, ils font les produits qui vont avec la stratégie et le marché tel qu'ils le sentent. S'ils voient que le marché est en train qu'ils sont face à un revirement qui est un revirement stratégique, parce que quand tu regardes les chiffres de GfK, c'est forcément, tu te dis que la stratégie d'Apple telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle semble un peu inadaptée au marché, chez nous en tout cas. Et juste un détail sur GfK. Dans les pays aussi. Bien sûr. Dans les pays émergents aussi, Cédric. Bien sûr. Où ils veulent prendre pied de manière forte, et c'est pas forcément avec un téléphone hors abonnement entre $600 et $1000 pour la version 64 Go de l'iPhone 5 qui vont arriver à prendre pied dans les marchés, dans les pays émergents. Non, mais ça peut ne pas les intéresser aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ils savent bien que c'est pas un article qui est fait pour un marché de masse, toute proportion gardée, parce qu'ils s'en vendent quand même énormément. Mais de fait, oui, bien sûr. Bon, tout ça, 47 millions. Tout ça, et puis le fait qu'ils veuillent s'imposer en Chine aussi, plaide en faveur d'une gamme, et les micro-rumeurs, alors encore à prendre avec des pincettes de 4 mètres de long. Avec des micro-pincettes. Avec des micro-pincettes de 4 mètres de long pour pas... Voilà, te disent que on va arriver à un moment où il y aura une vraie gamme d'iPhone, et pas juste le modèle d'aujourd'hui, le modèle de l'année dernière et le modèle de l'année d'avant. Ouais. Donc voilà, avec des tailles et des fonctions différentes, et surtout des prix différents, pour adresser non seulement des consommateurs différents, mais même des pays différents. Autre élément qui montre qu'Apple est un petit peu en décalage avec les attentes du marché français, c'est l'estimation, du moins les tendances que dessine GfK pour l'année 2013. Ils annoncent donc une augmentation du nombre de ventes de mobiles qui se passerait à 23 millions. Bon, pourquoi pas. Mais la vraie tendance... Non, ça c'est la vente pour le trimestre, pardon. La prévision pour l'année qui vient en 2013, la tendance évidemment c'est le 4G. On le voit sur nos affiches de France et de Navarre et les écrans de télévision, où notamment beaucoup d'opérateurs mis sur la 4G, notamment pour contrebalancer l'effet low cost d'arrivée de nouveaux opérateurs. Et là, encore une fois, Apple n'est absolument pas bien positionné, puisque son iPhone 5 en 4G ne fonctionne pas en France. Là, encore une fois, oui, mais ça peu importe, parce on s'étonne. Les réseaux n'existent pas aujourd'hui. Les réseaux sont à peu près expérimentaux. Oui, mais quand tu dépenses... Oui, mais le réflexe, et je l'ai vu autour de moi par différentes personnes qui avaient un iPhone 4 ou un iPhone 4S qui voulaient passer à un nouveau, se disaient mais non, moi ça m'embête d'acheter un iPhone 5 tout simplement parce que dans quelques mois je voudrais profiter de la 4G. Et il faudra que j'attende la prochaine génération de l'iPhone pour ça. Ils ont quand même le temps de la sortir avant que ce soit déployé en France. Mais c'est déployé, ça y est, dans certaines villes. Ça commence à Paris. Ça commence à Paris. À Paris, il y a une antenne Orange à Opéra, il faut être collé à l'Opéra. Ça commence. C'est comme si je te parlais du WiMAX, tu vois, c'est pas... Enfin bon. D'accord, mais tu n'investis pas dans un téléphone entre 600 et 1000 euros sans abonnement, si tu dois le changer, et ça met 6 mois à être déployé dans 6 mois. Quoi. Évidemment, c'est des chiffres, alors que qu'on petite parenthèse,
petite parenthèse, les autres constructeurs, eux, mettent à jour leur téléphone. Le Samsung Galaxy S3 n'était pas 4G à sa sortie, il l'est maintenant. Qu'est-ce que c'est pour Apple de rajouter une fréquence à l'iPhone, quoi? Bien sûr, mais je suis à peu près évidemment certain que le ou les prochains téléphones d'Apple, peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui ne seront pas 4G, ce serait une bonne justification pour faire une gamme, pour dire d'un côté, regardez, mais non mais attends, d'un côté nous avons des modèles absolument haut de gamme, ils sont 4G, ils sont machin, de l'autre côté vous avez des modèles que vous allez pouvoir acheter pour, je sais pas, 200 € ou 249 € sans abonnement. Bon, ils sont 3G+, HSPA, 32 mégas, tout ça, super. Vous n'avez pas forcément besoin de 4G, vu que de toute façon vos abonnements à 20 € ne vous offriront pas la 4G, probablement pas. Voilà. Donc voilà, ils vont faire des téléphones qui vont être, qui seront plus adaptés et qui arriveront au moment où ce sera prêt. N'oublie jamais, le premier iPhone, il était 2G. On était en 2007. Il était Edge. Il n'y a pas vraiment dire que certes, mais 1,3 mégapixels, tu vois, le truc. Oui, mais ça n'a pas été un raz-de-marée, Cédric, ce téléphone-là. Faut s'en souvenir aussi. C'est pas super bien vendu. Les ventes ont décollé avec le 3G, souviens-toi aussi. Donc ça montre. Pourquoi ils s'obstinaient à vouloir forcer la vente comme ça des consommateurs en disant allez, cette année on leur voilà. Bon, là, il est 4G partout dans le monde et pas en France, quoi. C'est pas rien. C'est quand même plusieurs dizaines de millions de smartphones vendus. Je sens une frustration chez toi, Olivier. Mais oui, je trouve ça totalement aberrant qu'ils ne proposent pas une mise à jour. Mais c'est vrai que c'est dans la tradition d'Apple. Si Monsieur X tu as raison, était là ce soir, il t'aurait dit mais regarde, Apple attendra tranquillement. Il a son agenda et rien ne peut faire dévier Apple de son agenda. Mais c'est un peu curieux quand même. Parce qu'ils perdent des ventes, c'est étonnant, quoi. Ben voilà. Et puis c'est un boulevard pour la concurrence, ça c'est assez étonnant. Autre tendance observée par le cabinet de GfK, c'est sur les ventes d'ordinateurs et les ventes de tablettes. C'était également un baromètre qu'on surveillait de près parce qu'il y a le fameux adage, la fameuse prévision de Steve Jobs, à savoir l'arrivée de l'AirPost PC. Est-ce qu'il s'enregistre en France aujourd'hui, la baisse de vente d'ordinateurs? Alors c'est un peu compliqué puisque GfK ne fait pas de différence entre les ventes d'ordinateurs, de tablettes et de moniteurs. Bon, c'est pas forcément la même famille, donc il s'est vendu cette année entre les tablettes, les moniteurs et les ordinateurs 9,85 millions de produits high-tech de cette catégorie. C'est un marché, là ça a explosé, plus 140%. Qu'est-ce qui a explosé de plus 140%? C'est évidemment le marché des tablettes, 3,6 millions de tablettes. Il s'est presque vendu autant de tablettes que de notebooks, donc les portables, non pas les netbooks, qui eux ont vu leur vente s'effondrer littéralement. Il s'est vendu en matière de portables 3,9 millions d'ordinateurs portables contre 3,6 millions. Ça montre que voilà, à quelques semaines près, parce que les tablettes low cost ou les tablettes d'entrée de gamme comme chez Apple sont arrivées assez tard, à quelques semaines près, on peut penser que pour la première fois dans l'histoire du marché high-tech en France, il serait vendu plus de tablettes que d'ordinateurs portables. Ça me paraît normal, parce qu'en plus, la baisse des prix ouvre la voie au multi-équipement. Tout à coup, tu vas avoir une tablette, 2 tablettes, 3 tablettes, 4 tablettes dans la maison. Je compte pas chez moi, mais bon. Et ça paraît normal à partir du moment où tu peux acheter une tablette pour 200 € et où tu peux avoir une tablette à peu près haut de gamme pour 350 €, moins de 400 €. Il n'y a pas de raison. Et tout à coup, l'ordinateur à côté, bah non, parce que c'est pas les mêmes le cycle d'achat. Tu peux imaginer changer de tablette au bout de 18 mois et la filer à ton petit frère, à ton fils, à ta femme, à qui tu veux. L'ordinateur, tu vas quand même le garder avec toi pendant 2, 3, 4 ans au moins. Donc, merci. Oui, il n'y a pas d'heure pour les braves. C'est assez normal. Mais c'est chouette qu'on ait quand même des chiffres comme ça, parce que là où on est quand même assez frustré de chiffres chez Apple, faut le dire. Moi, j'aimerais bien savoir, quand tu disais tout à l'heure, attends, tu te rends compte, si tu vas acheter un iPhone entre 600 et 1000 € sans abonnement. J'adorerais savoir quelle est la part des gens qui vont acheter un iPhone sans abonnement. À mon avis, elle est extrêmement minime. On arrive à dessiner quelques chiffres, mais via les opérateurs télécoms qui nous disent en off, pour parler d'un opérateur que tu connais bien, Cédric, qui n'est pas très, très loin de ta maison mère, qui nous disent que les ventes d'iPhone n'ont pas super carburé par rapport à celles de Samsung en France. On le voit, et de l'iPhone 5 bien sûr. Aux États-Unis, ça a un peu mieux marché parce qu'effectivement, ils ont des arguments de vente qu'ils n'ont pas en France, car la 4G est une réalité, on le voit ici, et ce podcast est motorisé en 4G, donc c'est la preuve, et que donc l'iPhone est 4G aux États-Unis. Mais d'après Verizon,
iPhone, pour ne pas le citer, donc l'opérateur américain, ce qui a boosté les ventes d'iPhone en fin d'année, qui a fait qu'ils ont eu de très bons chiffres, près de 47 millions de ventes d'iPhone vendus, et qu'ils ont progressé par rapport à l'année dernière. C'est qu'ils ont surperformé sur le modèle 4 notamment, car l'iPhone 4 aux États-Unis, pour les fêtes de fin d'année, il était offert. Et donc ça a beaucoup aidé certains opérateurs à atteindre leurs objectifs de vente. Mais c'est vrai que l'iPhone 5, on ne sait pas la part globale, elle n'est pas mauvaise, mais on n'a pas de chiffre exact. On pense que c'est autour de la moitié. Si tu es un homme, tu vas publier ces chiffres, d'accord ? Une chose qui est intéressante, Fanny, c'est qu'apparemment... Oui, d'après JFK, oui, on peut essayer, qui ne tente rien. D'après JFK toujours, c'est que 70% des Français qui ont aujourd'hui acheté une tablette durant l'année 2012 estiment qu'elle ne remplace pas leur ordinateur. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on continue à utiliser les ordinateurs, mais peut-être qu'on ne les renouvelle pas aussi souvent qu'auparavant, qu'on privilégie l'achat de tablette ? Déjà, on les renouvelle pas parce que techniquement, ça évolue moins vite ces derniers temps et les logiciels sont moins gourmands. On n'a plus besoin de cette course à augmenter la mémoire et la puissance. Les fichiers photos, c'est pareil, les vidéos, on commence à stagner à 10-12 mégas sur les appareils haut de gamme et du coup, on n'a plus besoin de... Le poids des fichiers s'est un peu stabilisé aussi, donc tu n'as pas besoin de plus de mémoire. Et puis on a bien vu qu'on arrive aussi à la fin des disques durs, on commence à passer au SSD. On réduit même les disques et la mémoire d'ailleurs dans les ordi. Et voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup mieux pour actuellement. Donc oui, on le garde plus longtemps, on le garde jusqu'à ce qu'il tombe en panne et on le refile même plus au petit frère. Par contre, la tablette, clairement, c'est un nouveau produit, donc il fallait qu'elle arrive. Et qu'elle arrive un petit peu partout. C'est un complément et on voit d'ailleurs qu'on arrive même à en avoir 2 par foyer de plus en plus, puisqu'on a la grosse qui est à la maison qui sert de télé d'appoint, qui sert à jouer dans le canapé ou à tweeter pendant qu'on est devant la télé, et puis on a la 7 pouces là qui est arrivée, que ce soit la Nexus 7 ou l'iPad mini qu'on met dans le sac à main ou dans la sacoche et qu'on emmène pour bosser. Parce qu'au début on nous dit c'est un format plus féminin pour le sac à main, et puis là moi je vois clairement tous les hommes autour de moi sont passés aussi au iPad mini parce que finalement, c'est quand même bien que ce soit léger et plus petit. Voilà. Bien sûr. Je crois que vous en êtes la preuve tous les deux. La preuve vivante. Oui, et puis autre tendance, on le voit, le prix moyen des tablettes vendues en France a baissé de manière assez importante, 22% le panier moyen pour l'achat d'une tablette en France, une baisse de 22%. Et aujourd'hui, l'achat moyen pour une tablette, c'est autour des 325 €, qui correspond peu ou prou d'ailleurs au prix d'un iPad mini. Encore faut-il en trouver en magasin. Mais regarde bien ce que GFK prévoit pour l'année prochaine, mais on va vérifier avant que je dise des bêtises, mais si mes souvenirs sont bons, il prévoit que le panier moyen pour une tablette l'année prochaine soit plutôt aux alentours de 240 €. Et 240 €, ça veut dire que clairement on est sur une tendance baissière du prix. Et 240 €, il n'y a pas un article d'Apple à ce prix-là. Donc il va falloir qu'il y en ait. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a Gabriel Thiriez qui demande, pensez-vous que les tablettes vont vraiment s'installer dans le temps ou que c'est un effet de mode comme les notebooks ? Alors c'est d'autant plus intéressant, et on va relier à cette question à une affirmation des analystes de JFK qui terminent son étude de manière un peu surprenante, Fanny et Cédric. Ils affirment, JFK, qu'en 2013, l'arrivée de Windows 8 et des PC hybrides, ces PC tactiles, à la fois tactiles et tablettes, pourraient rebattre les cartes. Sans déconner. Ouais, mais bien sûr, moi. Alors c'est drôle parce que moi j'ai lu en même temps les chiffres de GFK ce matin et le test complet de la nouvelle tablette Surface Pro de Microsoft, signée par notre ami Hubert Nguyen, Hubert Gizmo. Ouais, et lui-même dit oh waouh, attends, c'est une chouette machine quand même, c'est plus rapide que tous mes ultrabooks. Et c'est très utilisable. Bon, ça a encore des lacunes parce que c'est toujours difficile d'être le premier du genre. Mais c'est un vrai PC. Ça n'a pas les lacunes de la tablette Surface RT qu'on avait vu il y a 2 mois. Et tout à coup, il y a plein de gens à qui ça va convenir de manière évidente parce qu'ils vont retrouver tous les logiciels auxquels ils sont habitués, etc. Donc voilà, et ce n'est que la première. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres constructeurs. On sait que Lenovo en a une sous les cartons, enfin il va se passer plein de choses, les prix vont baisser aussi, donc c'est pas si con ce que dit GFK. Ah non mais c'est pas si con, mais aujourd'hui on pourrait dire qu'ils sont les mieux armés pour contrebalancer le marché des tablettes. C'est pas la même chose, c'est plutôt la suite du marché des notebooks et des ultrabooks.
C'est-à-dire que c'est la relève de ce marché-là, plus qu'un concurrent frontal des tablettes, même s'il va y avoir des price points, des prix où les courbes vont se croiser, où les gens feront des choix. Mais par exemple, le fait que tu puisses à côté acheter une petite tablette pour 200 € fait que les deux seront conciliables, même en termes de budget, pas pour tout le monde quand même. Alors, il y a une autre info qui est tombée, on en a parlé la semaine dernière, notamment avec Monsieur X, et qui pourrait aider Microsoft à, je dirais, imposer son modèle d'un notebook hybride à la fois tablette et PC tactile. C'est bien sûr Dell qui a été officiellement racheté par Michael Dell, 24,4 milliards de dollars. Il a racheté donc les actions qui étaient sur le marché en bourse. Aujourd'hui, Dell n'est plus coté. On en a un petit peu brièvement parlé la semaine dernière. Et il y avait une théorie très intéressante de Monsieur X qui disait en gros, voilà, Microsoft est obligé d'imposer un modèle. Là, ils mettent 2 milliards sur la table, c'est pas rien, pour pouvoir aider Michael Dell à reprendre des actions et racheter les actions de son entreprise qu'il a créée. Est-ce que c'est pas une manière pour Microsoft de faire du Apple, de maîtriser du hardware? Ils ont Nokia du côté mobile. Pour le PC et la tablette, ils auront un constructeur aux ordres, à savoir Dell. 2 milliards sur 24, ça fait pas de Dell un constructeur aux ordres. Non, mais enfin ça aide. C'est moins de 10% du capital, c'est une aide. Souviens-toi. C'est le premier actionnaire après Michael Dell et souviens-toi qu'un jour Microsoft Silver Lake. Souviens-toi qu'un jour Microsoft a mis de l'argent chez Apple et ça n'a pas fait d'Apple un constructeur aux ordres. Non, c'était 500 millions, mais à l'époque Apple valait rien. Apple valait pas tripette à l'époque. 500 ou 600 millions. C'était pour d'autres raisons, tu le sais. À l'époque, c'était parce qu'Apple était en conflit. Apple était en conflit avec Microsoft sur le design et le principe de l'interface graphique et de la souris. C'était en procès depuis des années, on voyait plus la fin. Apple était mourant et Microsoft ne voyait pas Steve Jobs à ce qu'Apple a enterré les poursuites contre le versement d'un gros chèque, à condition que Microsoft s'engage sur le long terme à faire des logiciels pour le Mac, parce qu'il y avait un vrai doute, et qu'Apple dépendait beaucoup de l'entreprise et Microsoft Office. Enfin, surtout il y a eu un engagement à l'époque. Surtout que Microsoft achète des actions sans avoir les droits de vote qui correspondaient. Voilà, donc ça te montre même que c'était assez téléphoné. Mais ils ont fait une très bonne affaire, parce que l'action a gagné un petit peu quelques dollars par la suite. Non, mais c'est normal que Microsoft soutienne celui qui était encore il n'y a pas longtemps le numéro 1 mondial du PC, même si c'est vrai que pendant des années, il a sorti des produits. C'est un peu BlackBerry, tu vois. Ouais. Ils ont sorti des trucs qui se vendaient même bien et qui correspondaient économique, c'était le principe de production à la demande. C'était pas forcément l'effet génial quand on voit un produit. Si avec le recul était génial. Moi, je me souviens. Fin des années 90, début des années 2000, il y avait Dell et il y avait rien d'autre. Il a déchiré tout le monde avant que les autres reviennent un peu, qu'HP avale Compaq, etc. Mais donc c'est normal qu'ils les soutiennent. 2 milliards de dollars pour Microsoft. Je crois que c'est déjà oublié et donc voilà, tout ça n'est pas très grave. Ça va pas faire de Dell le constructeur de Microsoft. Parce que Microsoft en a pas besoin, ils ont leur propre. Pourquoi on est arrivé là, Cédric? Pourquoi on est arrivé là? On en parlait pour soutenir quelqu'un qui est l'un de leurs premiers. Mais en quoi ils ont besoin de le soutenir? Il est le patron, il est président du conseil d'administration. Il a les pleins pouvoirs. Oui, bien sûr, mais il avait peut-être besoin d'une petite rallonge de 2 milliards pour arriver à boucler son tour de table. Donc il a appelé son ami Steve Ballmer et lui a dit dis donc, salut Steve, comment ça va? C'est Michael, j'ai besoin de 2 milliards. Steve, Michael, c'est rien entre nous, tu sais. C'est l'amour. Alors il y a un petit bruissement, un clapotis qui commence à diffuser sur le net aujourd'hui dans la presse, qui expliquerait cette stratégie par la nécessité de Michael Dell de casser, je dirais, peut-être l'autorité qu'auraient des actionnaires sur son conseil d'administration ou sur la stratégie de l'entreprise. En clair, pour pouvoir mieux gouverner et être totalement indépendant et faire des projets peut-être un peu plus ambitieux, un peu plus révolutionnaires qu'il y a eu auparavant. Est-ce que c'est une théorie c'est la meilleure explication. Il ne le fait pas pour gagner plus d'argent, lui. Il est fait son argent à Michael Dell. Donc, s'il veut plus être coté en bourse, ça veut dire que la situation lui convenait pas. Et si la situation lui convenait pas, c'est justement parce qu'il devait avoir des soucis de gouvernance ou de gens qui lui chiaient dans les bottes, passez-moi l'expression. Donc il a décidé que finalement,
Être seul maître à bord, c'est la meilleure option. Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Apple? Parce qu'on sait que pendant longtemps, cet aspect-là, cette indépendance, ce parti pris par rapport aux attentes du marché, Steve Jobs en avait cure, on le sait, sinon il n'aurait jamais sorti l'iPhone, il n'aurait jamais ouvert d'Apple Store parce que les conseils d'administration n'en voulaient pas à l'époque. Souvenez-vous de la biographie. Ce que disaient les membres du conseil d'administration, il va tuer Apple avec les magasins. Regardez aujourd'hui, on en est loin. Est-ce que quelque part, finalement, ce virage que prend Dell est annonciateur peut-être d'ennui demain pour Tim Cook, qui lui s'est rapproché des attentes du marché, a commencé par verser des dividendes. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. Il a pas pris des investisseurs par les sentiments, il les a pris par le porte-monnaie en disant attendez. Oui, mais je sais, vous êtes forcé de me faire confiance. On l'a vu récemment. Ouais, mais vous êtes forcé de me faire confiance, donc je vais vous donner un peu d'argent, vous allez voir, tout va bien se passer. Alors évidemment, le problème c'est que ça résout pas tout, ça résout pas, c'est ce qu'on s'était dit il y a 2 semaines, sur l'état des ventes, etc. Et le fait qu'Apple te raconte pas ce qui va se passer dans l'année à venir, donc ça rassure pas les investisseurs, mais ça va, il y a pas le feu au lac. Moi je me souviendrai toujours, j'ai fait un jour un reportage chez SAS, qui est une boîte de software qui fait des milliards et des milliards et des milliards, qui fait des logiciels d'analyse statistique qui ont le plus beau campus du monde en Caroline du Nord, et donc j'arrive dans la salle du conseil pour interviewer le patron qui s'appelle le docteur Goodwill, non le docteur peu importe, et c'est la salle du conseil, mais la boîte est privée en sens qu'elle n'est pas cotée en bourse. Je dis mais pourquoi vous avez une salle du conseil? Oh bah c'est sympa, c'est pour les réunions. Mais il dit heureusement que j'ai pas de conseil d'administration. Je dis mais pourquoi? Ah bah parce qu'il m'aurait viré depuis longtemps. Et c'est le patron fondateur. 75% c'est vrai des parts. Il y a un autre exemple qui est parlant. Ici c'est Sonos, pour avoir rencontré les dirigeants. Ils veulent surtout pas être cotés en bourse parce qu'effectivement eux ils ont une vision au long terme, et on le voit pour parler de l'actualité, parce qu'on est là pour ça. Les produits Sonos sont très peu évolués en matière de... ils ne tentent pas de vous fourguer un nouvel Sonos tous les ans. C'est le même produit depuis 3 ou 4 ans. C'est pour le consommateur, c'est assez rassurant. Mais ça, pour un financier, je ne suis pas sûr que ce soit un argument qui leur tienne à cœur. Et puis toujours dans le domaine de l'hi-fi... Tu leur poseras une question quand même à Sonos, que je leur ai posée en direct une fois, parce que le patron est charmant. Alors Sonos, ils font de la hi-fi sans fil. Il faut expliquer pour ceux qui connaissent pas, parce que de la hi-fi Wi-Fi, de la hi-fi Wi-Fi, de la Wi-Fi Fidelity. En gros, tu joues toute la musique que tu veux dans des pièces autant que tu as d'éléments que de pièces et tout ça. Notamment c'est magnifique. Le design est magnifique. La technologie est sublime. Le son est d'enfer. Et moi, la question que je leur ai posée, je leur dis c'est bizarre qu'Apple vous ait pas racheté. Parce que ces produits-là s'emboîtent tellement parfaitement dans le reste de la gamme. L'éthos du design de Sonos va tellement bien avec tout ce qu'on connaît chez Apple. Réponse du patron, un sourire en me disant qui vous dit que je n'ai pas eu d'offre. Voilà. Tu peux lui reposer la question. Non, mais on en a parlé hier, effectivement, mais et mieux, il va plus loin. Il a été très rassuré lorsqu'il a vu arriver les premiers produits AirPlay, parce que ça reprend un peu la philosophie des produits Sonos. Ces produits, ces docks sans fil, ces haut-parleurs qui diffusent la musique en Wi-Fi, mais c'est vrai qu'en matière de qualité, de simplicité d'usage, Sonos a encore un vrai boulevard d'avance, croyez-moi, et vous verrez les prochains produits qu'on vous a montrés, dont on ne peut pas vous parler aujourd'hui. Mais non, il n'y a pas de nouveau produit. Il n'y a pas de nouveau produit. Souviens-toi de ce que tu as signé. Il n'y a pas de nouveau produit. La semaine dernière, on a parlé des cabasses la semaine dernière. Quand tu es utilisateur Sonos et que tu vois arriver AirPlay, c'est un non-événement. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt. Et non, mais c'est tellement compliqué à déployer par rapport à une solution de chez Sonos. C'est le jour et la nuit. Autre constructeur aussi qui a essayé de consolider, de garantir sur l'avenir, et c'est toi qui m'en avais parlé, Cédric, c'est Bose, toujours dans la hi-fi, le fondateur de Bose fait tout pour que l'entreprise ne soit pas un jour vendue et cotée en bourse. Et qu'est-ce qu'il a fait, Cédric, pour cela ? Alors lui, il a fait un truc fou parce que c'est le docteur Amar Bose, il a maintenant 86 ans, je crois, et c'est un vieux monsieur absolument charmant, et Bose, c'est un peu comme Sonos. Bose, c'est encore plus particulier parce que Bose, c'est comme un labo de R&D comme un labo de R&D qui à côté vendrait quelques produits, mais un peu avec la même éthique, c'est-à-dire que de fait, ils font pas 40 nouveaux produits par an, les gammes changent vraiment à la vitesse où ils ont décidé. Ils ont des choses de R&D qui n'ont rien à voir avec le son, bref. Ils sortent un
produit quand il est prêt. Voilà. Parce qu'il faut sortir un produit absolument pour le marché. Et du coup, c'est un truc qui n'est pas compatible avec un actionnariat en bourse. Enfin, ça, ils gagnent de l'argent, ils en gagnent plein, ils donnent pas les chiffres, allez vous faire voir. C'est aussi ça, ce qui est sympa quand t'es pas coté, t'as pas besoin de publier tes comptes. Et donc, il y a des estimations, on dit entre 6, 10, 12, 15 milliards de dollars, on sait pas. Et ce qu'il a fait, le docteur Amarbos, parce qu'évidemment, il a plus de 80 ans, donc il se dit, bon, je vais pas encore rester là 30 ans. Son fils veut pas reprendre la suite, donc il a créé une fondation. Non, il a donné ses parts au MIT à Boston. Il a fait don de ses parts au MIT. Voilà. En gros, à sa succession, c'est le MIT qui deviendra l'opérateur de Bose, sans avoir d'ailleurs trop de choix sur sa direction. Ils pourront pas le revendre comme ça. Enfin bon, bref. L'idée, c'est d'assurer la perpétuation de la marque et du reste. Voilà, pour garantir que l'entreprise resterait indépendante. Ça montre aussi qu'il y a chez certains entrepreneurs pas forcément le réflexe de s'enrichir coûte que coûte et garantir, je dirais, la pérennité de l'entreprise. Encore une fois, on a beaucoup parlé la semaine dernière avec Philips. Quand on pense que Philips s'est retiré de la vente de l'hi-fi, disons il n'y a pas de croissance. Quand on voit des entreprises comme Bose qui se portent très bien, ici des entreprises comme Sonos qui sont des startups qui sont parties de rien et en l'espace de quelques années sont des entreprises qui sont présentes un peu partout dans le monde entier, on se dit bien sûr qu'il y a de la croissance, encore faut-il penser produit et pas simplement penser business et finance. C'est dommage qu'il n'y ait pas Rodrigo ce soir, il est un petit peu fatigué. On l'aura très vite, on lui demandera son avis. Messieurs, dames, il est tard, le concert va commencer à côté, on va vite passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric. J'en ai deux, je vais faire très vite. Le premier, c'est un utilitaire qui existe sur Mac, sur PC, sur iPhone, sur Android, et je crois que c'est tout, et sur le web. Ça s'appelle Dashlane. C'est une start-up française, mais ils sont à New York, enfin c'est un peu compliqué. Dashlane, il y a d'autres utilitaires qui font ça, mais moi j'ai trouvé que ça le faisait très bien. Ça te sauvegarde entre autres tes passwords. Tu sais, les centaines de services sur lesquels tu es inscrit, et à chaque fois tu te dis, attends, alors là-dessus mon password c'est babar62, ou enfin etc. Et ben voilà, ça les sauvegarde, ça les synchronise entre tous tes devices. C'est-à-dire que par exemple, j'ai Dashlane installé sur le MacBook Air qui est ici, je l'ai sur mon PC au bureau, je l'ai sur un Android, je l'ai sur un iPad. Et voilà, je n'oublie plus jamais mes passwords. Dashlane d'ailleurs peut même les générer automatiquement, des trucs absolument imbitables, absolument impossibles à apprendre, mais au moins que personne ne te piratera. Et avec en plus, il te rapatrie toutes les alertes de sécurité qu'il y a sur les services, il s'assure que tu n'utilises pas le même password sur 42 services différents, etc. Vachement bien. La version de base est gratuite, il y a quelques fonctions premium, mais dont on peut même arriver à vivre sans. Ça s'appelle Dashlane et vraiment voilà, ça fait partie des trucs. C'est un peu comme Sonos, c'est le truc, tu l'installes et t'as coup, ça y est, tu as un problème qui a été résolu. Mon deuxième coup de cœur. Ça marche. Mon deuxième coup de cœur, c'est une start-up que j'avais rencontrée dans les murs du camping à Paris. Le camping, c'est cet accélérateur de start-up qui est dans les murs de l'ancienne bourse du Palais Brognard, s'appelle Bankin. Bankin, c'est une app iOS Android qui va te permettre de rassembler tous tes comptes bancaires. On avait déjà dû en parler, mais il y a une nouvelle version qui est arrivée là, et j'avoue qu'elle est d'enfer. C'est-à-dire que j'ai pas 52 comptes bancaires, j'ai un compte bancaire principal et une carte de crédit, voilà, et une autre carte de crédit. Tu sais, c'est le où on te dit qu'il ne partait pas sans elle. Je suis content parce que je me suis logué une fois dans Bankin, et tous les jours, Bankin va chercher toutes mes nouvelles transactions, m'alerte quand il y a des transactions au-delà de, je sais pas, 150 ou 200 euros. Coûteuse. Voilà, tout à coup, pour éviter les mauvaises surprises, me donne un état en temps réel de mes dépenses et de mon budget, me dit, tiens, c'est bizarre, ce mois-ci, vous avez beaucoup dépensé en restaurant quand même, etc. Et moi, je lui dis, mais t'es con, Bankin, c'est rien, c'est de la note de frais, tu t'inquiètes pas. Et c'est comme ça que ça marche, c'est bien. Vous avez fait beaucoup de shopping, mais oui, mais c'est l'anniversaire de madame. Ah, d'accord. Donc voilà, Bankin, une application très sympa. Là encore, à la base, c'est gratuit. Il y a une version payante qui permet même de combiner tes comptes français avec tes comptes à l'étranger si tu es un évadé fiscal. Et Bankin, remarquable, ça marche tout seul. Plus besoin de me loguer sur tous les comptes à la fois pour avoir une vue unique. Merci Cédric. Fanny, quel est ton ou tes coups de cœur aujourd'hui? Moi, c'est un coup de cœur sûrement très féminin, ça va vous faire marrer, mais hier, j'ai été voir les nouveaux Dyson. Et alors, pas les aspirateurs. Desperate Housewife.
Voilà, exactement. Non. Là, ils ont fait un truc design, etc. C'est plein de R&D, comme on dit chez nous. Ils ont recherche vraiment et amélioré le développement. truc. Et donc, ils ont lancé 7 ans plus tard, après le sèche-main électrique qui sèche en 10 secondes les mains quand même. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais il est quand Elle même est étonnante, fabuleux, cette ce entreprise. sèche-main. Elle Voilà, et innove ben beaucoup là, également, elle aussi. Et ben là, ils te sortent le robinet qui sèche les mains. Donc, Le robinet qui sèche les mains. Voilà. Ils aiment bien les trucs qui soufflent et qui aspirent. Voilà, et qui sont Voilà. faciles. Ouais. Donc Je là, suis tu as inquiet le pour le fameux prix. robinet. Non, oui, ça sera surtout pour les entreprises d'abord, Ah, mais tiens. non, c'est 1300 €, je crois. Donc, tu le vois, robinet. ça reste. Nickel. Ok. Non, attends, c'est le robinet avec sèche-main, en sachant que le sèche-main ne vaut que 1000 €, je crois. Donc, de toute façon, pour 300 € de plus, t'as le robinet. Par rapport à du gros ou certaines autres grosses marques. On aurait tort de se priver, même le prix vous fera rire. C'est clair. Voilà. Premier coup de cœur. Non, mais c'est mon seul coup de cœur de la c'est ton coup de cœur, semaine. d'accord. Il est très très bien parce que faut quand même voir que ça te ventile de l'air, ça aspire jusqu'à 30 litres d'air par seconde, ça fait 90 000, le moteur fait 90 000 tours par minute. C'est de la vraie technologie, de la belle technologie, c'est beau, ça marche bien. Moi j'aime bien. Alors, c'est quoi ton aspirateur, Fanny? C'est un Dyson ou pas? Ouais, c'est quoi moi Oui, maintenant c'est un Dyson. Ouais. Et c'est mieux ou pas? Non, mais je me pose la question, c'est mieux ou pas? Faites comme chez vous les enfants, je en parlerai après l'émission si vous voulez bien. Je peux enchaîner avec mes coups de cœur. Moi, ça dépend. Non, attends 2 secondes, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça dépend des modèles et de la taille de ton appart. D'accord. Voilà. Moi, j'étais persuadé qu'elle avait un robot chez elle, qui est tant fan des robots, mais passons. Mes coups de cœur de mon côté, d'abord, c'est un petit périphérique qui arrive à connecter sur votre iPhone. C'est pas encore commercialisé, mais ça va arriver très vite. Ça va coûter autour des 150 à 200 €. C'est Rove qui fait ça. Ça s'appelle le Smart Lav. Rove, le fabricant de sonos, de micro, de micro audio, de microphone, qui a conçu un micro spécialement pour l'iPhone. Alors, il y a différents modèles. Celui-ci est original puisque c'est un micro-cravate. Regardez, vous le branchez sur la prise jack et vous glissez simplement l'iPhone ou l'iPod Touch dans la poche de portefeuille de la veste de votre invité et ça enregistre. Vous n'avez plus qu'à caler sur la vidéo de votre caméra. Pas besoin de vous embêter avec un micro HF. C'est génial. Vous pouvez faire des réglages sur l'application. Voilà, je pense qu'on va adopter le système. On va d'abord l'essayer et je pense qu'on va l'adopter pour monter le Mac. Moi, je serais très client parce que je me suis retrouvé la semaine dernière à faire des plateaux sur Times Square à New York avec, tu vois, moi j'ai un petit micro-cravate sans fil qui communique avec la caméra de mon ami Guillaume Delalande. Et ben là, il avait beau être à 50 cm de moi, non, la liaison sans fil se faisait pas, il y avait un énorme parasite. Donc tout à coup, les trucs filaires, c'est quand même vachement bien. Oui. Les fondamentaux, des fois, c'est bien. Autre un produit un peu plus original, il s'agit d'un produit d'Elgato, qui est un constructeur allemand bien connu du monde Apple et du monde Mac en particulier. Il s'agit de Game Capture HD. C'est un petit boîtier que vous branchez à la fois d'un côté sur votre console de jeu et de l'autre en USB sur le Mac. Ça permet d'enregistrer vos parties endiablées de jeux vidéo sur la Xbox 360 ou sur la PlayStation notamment. Ça permet de diffuser sur YouTube en direct, si vous le voulez, ou en différé les vidéos de vos parties endiablées. C'est très à la mode en ce moment sur YouTube notamment. Et ça permet également de les faire en direct. Nous, on a trouvé intéressant de l'utiliser. Pourquoi ? Ça peut intéresser beaucoup de développeurs d'applications. On sait qu'il y en a beaucoup qui nous regardent dans cette émission pour notamment enregistrer la vidéo de l'iPad et de l'iPhone et faire enfin de vraies démos avec son smartphone et son iPad de sa application iPhone sans forcément le filmer avec une caméra. Le résultat est très propre en HD. On vous la retrouve sur le Mac, vous la balancez sur YouTube. C'est magique. Il y a même un outil de montage intégré. Ça vaut autour des 170 €. Ça s'appelle le Game Capture HD et c'est Elgato qui fait ça. Voilà, on arrive au terme de cette émission juste à l'heure avant le début du concert offert par Sonos ici à Los Angeles au Sonos Studio. On vous donnera plus de détails la semaine prochaine parce qu'encore une fois on ne peut pas vous en parler. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu samedi, Cédric ? On parlera de la cyberguerre et de comment en fait voilà, c'est ce qu'on était en train de tourner la semaine dernière à New York. Et tu parles de la guerre entre Apple et Samsung ou non, pas vraiment. De comment, tu sais, les virus informatiques, au début, c'est juste un truc un peu casse-pied. Puis après, on t'a envoyé des chevaux de Troie pour essayer de te taxer ton numéro de carte bleue. Maintenant, c'est en train de devenir un outil stratégique de vraie guerre. C'est-à-dire, c'est la guerre par d'autres moyens. Après tout, c'est moins cher qu'un missile. Donc voilà, on est allé voir les gens de Kaspersky, que tu connais bien, pour en parler. Et on a un sujet aussi dans les murs de l'OTAN qui a des centres de surveillance qui surveillent tous les réseaux des pays de l'OTAN. C'est vachement intéressant. 14h10 sur LCI. Samedi. Bien. Et votre
Samedi. Et vous retrouvez Fanny, bien sûr, chaque semaine dans Refait le Mac et également dans l'événement qu'elle organise régulièrement, Fanny's Party, la Fanny's Party au Hard Café à Paris. Le prochain rendez-vous, c'est au printemps, c'est ça? C'est au mois Fanny de mars, là, maintenant, parce qu'on vient de fêter les 10 ans. On était beaucoup, on a fait un beau concert et tout, c'était super. Mais on va se reposer un petit peu. Moi, je pense que ça y est, maintenant que ça fait 10 ans que ça tourne, je pense que le concept est rodé, je vais finir par venir. Ouais, ce serait bien que tu viennes voir. Et... Ce serait bien. C'est ma première Fanny's Party, c'est ma première Fanny's Party. Voilà, et un petit coucou et un grand merci au personnel de Sonos qui ont permis de réaliser cette émission et de manière un petit peu inattendue en utilisant, regardez, c'est un Android, ça fait bizarre, on utilise un Android en 4G pour pouvoir surfer et faire notre émission ce soir. Ça marche super bien la 4G, on est impatient de... On est impatient d'avoir la même chose en France très prochainement et accessoirement un iPhone qui puisse l'utiliser. Donc merci au personnel de Sonos, merci de nous accueillir. On vous montrera les choses dont on ne peut pas parler la semaine prochaine dans cette émission dans Refait le Mac. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.